Bonsoir à tous, je voudrais tout d'abord m'excuser de mon absence et de ma disparition totale sur YouTube. Je n'ai pas été assassinée par un tueur en série, je suis désolée. Donc voilà, je vous fais mes excuses et c'est parti tout de suite pour la vidéo. Vous avez été plutôt nombreux à voter pour votre tueur en série favori et ça m'a fait trop plaisir. Je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer ça, vous pouvez retrouver ma vidéo. Mais en tout cas, je vais passer directement au classement du moins choisi au plus choisi. En tout dernier, nous retrouvons, avec seulement 4% des voix, Dennis Rader, alias le BTK. Le pauvre avait peut-être failli échapper à la police, mais en tout cas, il a échappé à votre intérêt. Ensuite, nous avons Ted Bundy qui prouve qu'être beau gosse ne suffit pas à susciter votre intérêt. Et en numéro 5, nous retrouvons Jeffrey Dahmer. Alors celui-ci, là, le numéro 4, je pensais vraiment le voir dans le top 3 et apparemment non. Et il s'agit de John Wayne Gacy. Pourtant, je comprends pas, les clowns tueurs, c'est à la mode en ce moment sur internet, non? Et puis au moins, celui-ci, c'était pas un vieux prank mal réalisé. Maintenant, nous arrivons au top 3, votre top 3, vos préférés. La médaille de bronze des tueurs en série avec 21% des voix et... Ed Gein. Pourtant, le tueur de la vidéo qui a commis le moins de meurtres vous a apparemment plu pour son côté taxidermiste malsain. Allez, montons un petit peu plus haut dans le classement et retrouvons tout de suite notre médaille d'argent, votre numéro 2 qui obtient 27% des voix et il s'agit de Albert Fish. Et c'est là que j'ai réalisé que vous étiez cinglé, puisqu'après le taxidermiste, vous avez choisi le mangeur d'enfants. Je sais pas si je vais pas vous mettre une liste d'établissements psychiatriques en dessous dans la description. Mais bref, voici maintenant le moment du numéro 1, celui qui a obtenu 28% des voix et que je ne m'attendais pas du tout à voir dans le top 3 et donc encore moins en numéro 1, il s'agit d'Ed Kemper. Et ce qui est cool, c'est que comme celui-ci est toujours en vie, on pourrait presque lui faire parvenir sa médaille d'or. Maintenant que vous avez connaissance du classement, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais à dire sur chacun des tueurs et j'ai décidé de vous parler du top 3, donc c'est-à-dire Ed Gein, Albert Fish et Ed Kemper. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser surtout aux deux Ed, donc c'est-à-dire Gein et Kemper. Pour Albert Fish, je reviendrai dessus. Plus tard, il va être traité de son côté à travers un jeu vidéo. Tout d'abord, pour montrer un petit peu l'omniprésence des tueurs en série dans la fiction, et notamment à la télévision, il faut savoir qu'ils sont très souvent le personnage secondaire de séries policières, donc en gros le personnage de méchant qui doit être attrapé par le FBI, la police ou autre. Pour preuve, environ 16% des programmes télévision en soirée sont des séries policières. Je déteste le fait qu'on soit dans une série policière. Tu sais pourquoi? Parce que je déteste toutes les séries policières. Il y en a 300 par semaine à la télé et elles sont toutes pareilles. Un avion s'est écrasé ici. Non mais je t'en prie. Commençons par le numéro 3, donc Ed Gein, qui lui, pour le coup, a inspiré énormément d'auteurs pour créer des personnages de psychopathes. Ed Gein, c'est Norman Bates dans Psychose ou Bates Motel. Ed Gein, c'est aussi Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Ed Gein, c'est encore Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Ed Gein, c'est aussi Bloody Face dans American Horror Story saison 2, etc. Je vais pas tous vous les faire, mais déjà vous avez une idée que le mec a inspiré beaucoup de monde. Ayant commis au final assez peu de meurtres et étant surtout connu pour son dépeçage de cadavres et sa relation malsaine avec sa mère, il n'était pas super intéressant de l'adapter comme tel, mais plutôt de créer un autre personnage en grossissant les traits d'Ed Gein pour en faire un tueur encore plus violent. Et parmi la grande liste de tueurs que je vous ai cités, et je les ai pas tous cités, j'ai choisi de me concentrer sur Norman Bates. Donc Norman Bates, c'est un personnage de roman créé en 1959, soit seulement 2 ans après l'arrestation d'Ed Gein, puisque l'auteur, Robert Bloch, habitait tout près de chez Ed Gein. Et donc ce roman, Psychose, a été adapté juste après, en 1960, par Alfred Hitchcock. Au tout départ, pour ceux qui ont vu le film, et notamment la fameuse scène de la douche, la violence était quand même assez aseptisée dans les années 60. Ce qu'on peut observer avec la figure du tueur en série, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le film de type thriller a commencé à glisser vers le film d'horreur et à se révéler moins aseptisé et un peu plus trash. La preuve, de 2013 à 2017 a été produite la série Bates Motel qui raconte donc la jeunesse de Norman Bates et notamment le passage où il va passer de jeune homme à tueur en série. Et cette série est beaucoup plus violente que le film Psychose, mais bref, c'est pas la question. Revenons donc à notre cher Eddie pour comprendre un peu mieux le délire. Et pour lui aussi, vous pouvez aller voir ma vidéo de présentation. En gros, notre cher Eddie grandit dans une ferme isolée qu'avec sa famille en écoutant maman répéter à tout bout de champ que les femmes, c'est le mal.
Après quoi, il perd doucement son frère, son père, et puis surtout en 45, sa maman. Et puis alors à partir de là, le mec a pété les plombs. Et ce n'est qu'en 1957 que la police décide d'aller fouiller la ferme de Ed Gein, après la disparition d'une femme, et va découvrir des costumes, des masques, des objets, etc. Le tout en peau humaine, mais fait maison. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. Et donc lui, son but à Eddie, c'était de créer un costume pour devenir sa maman. Dans Bates Motel, tout d'abord, nous assistons à l'arrivée de Norman et de sa mère au motel et de leur installation dans les locaux. Et au fur et à mesure des saisons, la relation entre Norman et sa mère est de plus en plus malsaine. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Tant qu'on est tous les deux, il n'y a rien qui puisse nous arriver. Absolument rien. Oui, mère. Oui. Déjà, le garçon a 17 ans dans la première saison, mais ça ne semble pas l'empêcher de faire dodo avec sa maman. En tout, la série se déroule sur 5 saisons, et je ne vais pas vous spoiler le fait qu'ils aient acheté un motel dans la pire ville de tous les USA, mais en tout cas, il faut savoir qu'au fur et à mesure des saisons, la relation entre Norman, sa mère et les autres femmes devient de plus en plus bizarre. Déjà, Norman est un jeune homme, ce qui fait qu'il découvre forcément les premières relations amoureuses et sexuelles. Mais malheureusement, au fur et à mesure de la série, il va perdre complètement pied avec la réalité et va se mettre à assassiner les femmes avec qui il a des rapports. La raison ? Eh bien, c'est sa mère qui le lui demande. Et bizarrement, après le meurtre, Norman ne se souvient plus de rien. Amand a vraiment un passage qui montre le moment où Norman perd complètement pied avec la réalité et il se met à se prendre pour sa mère, c'est-à-dire qu'il porte sa robe de chambre à elle, parle comme elle, etc. Et à partir de là, les meurtres commis par Norman ne seront plus demandés par sa mère, mais commis par sa mère. Oh, et je vous ai pas parlé de la passion que développe le jeune Norman dans la série. La taxidermie. Et oui, vous voyez l'art de dépecer des animaux pour les empailler, tout ça. Bref, tout au long des 5 saisons, on assiste à la dégradation de la santé mentale de Norman, ainsi que de l'augmentation de sa relation malsaine avec sa mère, jusqu'à ce que ces deux-là atteignent leur paroxysme et qu'ils décident de les tuer tous les deux. Alors lui, il va s'en sortir vivant, mais pas elle. Et du coup, grosse punch à toute fin de la série, Norman va aller chercher le cadavre de sa maman et croire qu'elle est toujours avec lui. Maman! T'es revenu, je pensais que tu m'avais abandonné. Tu sais très bien que je t'abandonnerai jamais. Donc là, on a vu un petit peu la jeunesse de notre cher Norman Bates, qui va devenir un adulte dans le fameux film Psychose d'Alfred Hitchcock. Dans ce film, le personnage de Norman n'est pas celui introduit en premier, puisqu'on se centre sur le personnage de Marion, une jeune femme un peu perdue dans sa vie qui vole de l'argent à son patron et se casse. Vu qu'il pleut à mort et qu'elle est fatiguée, elle décide de s'arrêter dans un motel, et donc le Bates Motel. Gee, I'm sorry I didn't hear you in all this rain. Go ahead in, please. Dirty night. You have a vacancy. Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. Et c'est donc l'apparition de notre charmant beau propriétaire Norman Bates, un homme qui a le cœur sur la main puisqu'après s'être disputé avec sa mère qui était à l'intérieur de la maison, celui-ci amène quand même un repas à la jolie Marion. C'est d'ailleurs durant ce repas que Norman va avouer d'une part sa passion pour la taxidermie et de l'autre le fait de vivre avec sa mère qui est plutôt malade et possessive et que c'est pas facile tous les jours. Évidemment, un petit peu plus tard, nous avons la fameuse scène la plus célèbre du film, c'est-à-dire la fameuse scène où Marion va prendre une douche. De derrière le rideau de douche va sortir une silhouette assez étrange, donc on ne voit pas vraiment le visage à cause de l'ombre, qui va poignarder la jeune femme. Après quoi, c'est Norman qui va sortir de la maison pour cacher le corps. Sauf que comme je l'ai dit, la jeune femme elle a disparu avec de l'argent, donc forcément un détective va décider de partir à la recherche de la jeune femme, découvre le fameux jeune homme qu'il a vu en dernier, c'est-à-dire Norman Bates, et se fait lui-même assassiner par la même silhouette étrange. C'est en fouillant la maison que la sœur de Marion va tomber sur le cadavre de la mère de Norman, qui est là depuis un petit moment. Mrs. Bates.
Norman déguisé en femme va tenter de l'assassiner, mais l'amant arrive à la dernière minute, réussit à le neutraliser, après quoi il est arrêté par la police. À la fin du film, on apprend que Norman a assassiné sa mère, puis a récupéré le cadavre et l'a embaumé de façon à la garder, et qu'au fur et à mesure, sa personnalité s'est dédoublée, au point qu'il se prend pour lui-même et sa propre mère, et que c'est sa mère qui le pousse à commettre des crimes. Puisqu'elle aurait tué ces jeunes femmes plutôt attirantes, de peur que Norman ne finisse par partir avec l'une d'elles et l'abandonne. D'ailleurs, le psychiatre finira par dire il essayait de devenir sa mère. On voit très bien ici l'augmentation des traded gains pour essayer de le vendre. Déjà, on le rend plus charmant et plus séducteur. Ensuite, l'intrigue est déplacée d'une ferme abandonnée à un motel, ce qui est déjà plus sexy. Ces victimes ne sont plus des cadavres de femmes âgées, mais de très belles jeunes femmes. On peut donc dire que Norman Bates est une vision beaucoup plus glamour, beaucoup plus hollywoodienne de Ed Gein. Mais malgré tout, la taxidermie, la relation malsaine avec sa mère, etc. ont été gardées. On peut dire qu'on a un écart entre la vision réaliste et la vision fictive que l'on a voulu donner. Passons maintenant à votre tueur préféré, c'est-à-dire Ed Kemper, et pour lui je vais me centrer sur la nouvelle série Netflix Mindhunter. Donc cette série est basée sur des histoires réelles dans laquelle justement Ed Kemper apparaît. Cette série de 2017 n'a pour l'instant qu'une seule saison et elle est adaptée du roman Mindhunter dans la tête d'un profileur. Pour résumer rapidement cette série, elle se passe en 1977 aux États-Unis et l'on suit deux agents du FBI qui ont décidé de rencontrer plusieurs tueurs en série qui ont des similitudes afin d'essayer de créer un nouveau type de tueur, c'est-à-dire les tueurs en série. C'est donc dans l'épisode 2 que le personnage de Ed Kemper fait son apparition, joué par l'acteur Cameron Brighton. Pour présenter rapidement Ed Kemper, c'est un tueur en série nécrophile qui a un physique plutôt impressionnant puisqu'il fait 2,6 m pour 160 kg. Mais plus impressionnant encore, derrière ce côté un peu bourrin, se cache en réalité un tueur extrêmement intelligent puisqu'il aurait un QI supérieur à celui d'Einstein. La première chose que l'on remarque dans la série, c'est la volonté de ressemblance avec la réalité. Durant la scène d'arrivée de Ed Kemper, ce qu'on remarque tout d'abord, c'est les ressemblances physiques, les lunettes, la moustache, la coiffure, etc. Et même la scène d'arrivée est semblable à celle que l'on peut voir de Kemper dans une interview. Well, cops like me because they can talk to me more than they can talk to their own wives, some of them. Did the cops like you? Like I said, a friendly nuisance. I got in the way. Ici, on est très loin du côté glamourisant d'Hollywood puisqu'on n'a pas un tueur physiquement charmant, il est ressemblant au vrai tueur et il ne s'agit pas d'un tueur manipulateur séduisant ou d'un cinglé caché sous un masque. Non, toi tu reviens. Cette série, elle se veut assez proche de la réalité et ça la rend parfois assez troublante, voire peut nous mettre plutôt mal à l'aise. Ici, on n'a pas besoin d'images violentes, de crimes sanglants, juste de voir ce tueur, Ed Kemper, ressemblant au vrai, en train de vous expliquer pourquoi et comment il a commis ses meurtres de manière tout à fait naturelle en mangeant de la pizza, c'est malaisant. D'ailleurs, cette série a été officiellement annoncée comme possédant 70% de fiction et 30% de réalité. Et Kemper fait partie des 30% de réel, puisque la plus grosse partie de la fiction correspond à la vie des deux personnages principaux, donc les agents du FBI. Il faut savoir que le spécialiste des tueurs en série Stéphane Bourgoin, qui a plus de 400 heures d'interview avec le tueur Ed Kemper, considère lui-même que l'acteur a une interprétation plutôt fidèle de Kemper. Mais attention cependant, il s'agit quand même d'une série, pas d'un reportage. Le réel qui nous est montré n'est pas un réel historique, il s'agit de ce que le philosophe et critique Roland Barthes a appelé l'effet de réel. Dans une série comme Mindhunter, ce qui est qualifié de réel est censé vraiment montrer ce qui a eu lieu. On utilise ce que Barthes a qualifié de détails inutiles, c'est-à-dire des dates, des faits, des personnages ayant réellement existé, donc ce qu'on appelle du réel concret, afin de donner un effet de réel à la série. Alors que, je le rappelle, il n'y a que 30% de réel dans cette série. En tout cas, on s'éloigne des anciennes volontés d'Hollywood, puisque Mindhunter n'est même pas la seule série actuelle voulant créer cet effet de réel. On peut penser à la série American Crime, ou encore à la série Mindhunt Unabomber, qui sont deux séries se basant sur des faits réels. À croire qu'aujourd'hui nous nous lassons de la pure fiction et avons peut-être envie de savoir un peu plus la vérité sur ces faits divers. Mais cette question sur la volonté peut-être de connaître plus la vérité pourrait faire une série complète de vidéos. Donc retenons surtout que Ed Kemper est l'un des premiers tueurs à être montré de manière le plus réaliste possible. Avant, il fallait créer des personnages plutôt violents et séduisants de notre côté pour plaire au grand public. Soit ils étaient d'une violence folle et cette violence avait uniquement pour but de les montrer en tant que monstres choquants, comme par exemple Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Soit ils étaient plutôt charmants comme Norman Bates et c'est le fait qu'un monstre puisse se cacher au fond d'un personnage si séduisant qui faisait peur. Mais aujourd'hui, les gens semblent peut-être un petit peu lassés de ce type de tueur. Les codes des films de genre sont très connus et au final n'ont pas tant changé que ça au fil des années. Du coup, la peur, on doit la trouver ailleurs. Parfois, il n'y a même pas besoin d'images choquantes, juste entendre les propos d'un vrai tueur qui explique froidement ses meurtres
sans état d'âme, je peux vous assurer que c'est assez flippant. Surtout que là, la différence, c'est que c'est réel. Psychose a été écrit et réalisé à la toute fin des années 50, ce qui fait que ce qu'on considère aujourd'hui comme les gros clichés des films d'horreur et des films noirs n'existait pas encore réellement. Par contre, la série Mindhunter date de 2017, donc elle connaît les codes et les clichés, ce qui fait qu'ils ont choisi de créer une série qui montre la peur de manière différente et ça marche très bien. On a donc d'un côté de la fiction pure et de l'autre une volonté de réel, les deux ayant le but au final de faire peur. Mais dans les deux cas, les tueurs en série, basés sur de vrais tueurs en série, sont des méchants. Et si on nous présentait des tueurs plutôt attachants, est-ce que cela ne serait pas peut-être plus dérangeant? Et c'est la question que nous allons nous poser la semaine prochaine, c'est-à-dire des tueurs en série peuvent-ils être attachants dans la fiction? En tout cas, je vous l'ai dit, pour Albert Fish, je vais parler de lui à travers un jeu. Et donc pour cela, j'ai choisi de ne pas vous donner le titre, parce que je fais tout pour ne pas me faire spoiler et savoir à quoi ressemble le jeu, donc je préfère ne rien dire, comme ça je ne risque pas d'être spoilé en commentaire par vous. Et donc d'ici à ce que je vous poste la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, et voilà, bisous. Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, hein, du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo, mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, bah tu peux t'abonner, et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus, et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!